sur les cadavres célèbres. Et donc, ce qu'on vous propose au cours de cette séance, c'est un petit peu de démêler aussi le vrai du faux. Est-ce qu'on peut réellement dresser un portrait robot à partir d'une goutte de sang ou d'une trace de salive? Qu'apporte la 3D pour la reconstitution des scènes de crime? Ou encore, est-ce que nous allons pouvoir prévenir certains homicides conjugaux? Et donc, pour en discuter, nous avons le grand plaisir d'accueillir le docteur Alexia Delbrey, qui est psychiatre et médecin légiste au CHU de Poitiers. Le professeur Éric Bacchino, donc, qui est chef du service de médecine légale du CHU de Montpellier, et Richard Junka, qui est chef du groupe des unités opérationnelles au service central de la police technique et scientifique. Et pour animer ce formidable débat, Guillaume Gralet, du Point, chef de service nouvelles technologies, on les applaudit. Merci, bienvenue à vous tous. Et Guillaume, donc d'emblée, je vous passe la parole pour ces médecins qui font parler les morts. Merci beaucoup. Alors la mort, effectivement, elle est partout dans les séries de Netflix, les autres, dans le quotidien aussi. Et puis, on se demande, alors on entend beaucoup parler de nouvelles technologies, effectivement. On se demande si le docteur Watson, il va pas reléguer Sherlock Holmes au rang de ringard. Et ici, on va parler un peu de portraits robots, d'autopsie, mais également de reconstitution en réalité augmentée, de tablettes qui vont nous aider à reconstituer, mais également on va s'intéresser à la prévention. C'est ça qui est intéressant, prévention des violences conjugales, les violences conjugales qui sont quand même à l'origine de 125 morts par an. On va en parler essentiellement avec Alexia Delbrey, donc vous êtes, qui est psychiatre, qui conduit en ce moment une thèse sur la légitime défense. Mais avant d'écouter quelles sont les méthodes qui sont utilisées par Richard Junka, donc qui est chef de groupe des unités opérationnelles et qui est en fait manager de police technique et scientifique, c'est-à-dire qu'il va chercher les indices en fait qui vont permettre de reconstituer les crimes et d'identifier les auteurs, mais également les victimes. On aimerait écouter Éric Bacchino, qui va nous parler également du vivant. Là, vous avez effectivement une présentation qui est juste là. Bonjour. Donc, je suis médecin légiste et vous êtes venus pour ça. Donc, je vais vous parler du cadavre pour vous montrer les enjeux. Mais comme vous êtes là à 11h30 un samedi matin, je sais que vous êtes un public intelligent et donc je vais vous parler un peu d'autre chose. Alors pour ce qui est de l'autopsie, vous voyez, 9800 autopsies par an, c'est énorme, sauf qu'il y a presque 600 000 morts par an. Ça veut dire qu'il y a 98,4% des gens qui meurent qui ne sont pas autopsiés. Et donc, n'en déplaise à certaines statistiques précédemment citées, toute statistique donnant des indications sur la cause du décès est, d'après moi, en France, sujette à caution. Ça, c'est le premier préalable. Ensuite, il y a actuellement 400 à 500 médecins légistes en plein au niveau français depuis la réorganisation de 2011. Si nous ne faisions que des autopsies, nous serions parmi les praticiens les moins surmenés de la médecine. Et donc, heureusement que nous faisons autre chose. Alors, l'autopsie, c'est une photo qui a été prise récemment, parce qu'il faut bien, effectivement, répondre aux critères du spectacle de temps en temps. C'est la visioconférence, effectivement, va faire économiser du temps de policiers et d'OPJ en leur évitant de faire 300 km pour assister à l'autopsie d'une mort subite inexpliquée. Et c'est très bien comme ça. Mais force est de constater que depuis que Montpellier s'est rendu célèbre il y a 700 ou 800 ans en pratiquant l'autopsie médico-légale avec l'autorisation du pape, la technique elle-même de l'autopsie, si on se limite à l'ouverture du cadavre, n'a absolument pas évolué. Il y a un bistouri, il y a un médecin et il y a un cadavre. Alors le bistouri, maintenant, est jetable, les scies sont électriques, mais en termes d'activité, ça n'a absolument pas bougé. Ce qui a progressé, c'est ce qui se situe autour, que j'appelle non pas la paraclinique, puisque la clinique c'est pour le vivant, mais la para-autopsie. Alors la paraclinique, ça commence à la levée de corps. On entend beaucoup de sottises sur l'heure du décès, tant dans un sens que dans l'autre. Vous lisez Agatha Christie, on vous dira que le décès est survenu entre 12h34 et 12h38. C'est une stupidité, parce qu'aucune technique ne permet d'être plus précis que plus ou moins 1h30. Et dans cette technique-là, on a fait néanmoins pas mal de progrès basés sur la température. Et pour vous citer un des pièges, bon là, il y a tous les sites possibles de prise de température.
Celui que nous préconisons, alors je ne sais pas si c'est celui. Voilà, celui que nous préconisons, c'est celui de la prise de température au niveau tympanique, enfin peu importe. Mais pour vous citer un des pièges de la technologie, certains ont programmé des logiciels qui vous permettent, si vous envoyez en ligne la température du corps, de vous estimer l'heure du décès. Donc ça fait très technologique, c'est Apple, c'est computer. Mais le problème, c'est que si la température est reprise au mauvais endroit, en l'occurrence le rectum dans ce genre de méthode, le résultat sera mauvais. Vous pouvez mettre toute la technologie que vous voulez autour d'une mauvaise donnée, le résultat sera toujours mauvais. Donc méfiance à cet égard. Alors le gros progrès, et j'en remercie certains de mes collègues qui sont dans la salle, c'est l'accès au scanner et à l'imagerie. C'est vraiment probablement ces 5 à 10 dernières années, dans notre pratique quotidienne, le progrès le plus important qui a été réalisé. Alors, il intervient à tous les niveaux du questionnement posé au légiste, c'est-à-dire qui est ce cadavre, l'identification. J'arrive toujours pas à me servir du pointeur, si vous pouvez me montrer, si vous voulez. Qui est ce cadavre, et en particulier l'âge est important. Quelle est la cause du décès? Alors, pour simplifier, il y a des centaines de causes du décès, hémorragie, infarctus, pneumonie, accident, fracture, etc. Il n'y a que 5 modes de décès. Ce qui intéresse le légiste, c'est les modes de décès. Accident, suicide, homicide, naturel ou inconnu. Dans l'identification, par rapport à il y a 20 ans, lorsque j'avais un cadavre putréfié retrouvé à Brest dans l'océan Atlantique et difficile à déterminer pour ce qui était de son âge, j'étais obligé d'extraire le pubis et de le préparer pour le voir. Actuellement, avec le scanner 3D, nous obtenons les mêmes résultats avec une imagerie sans toucher au cadavre que précédemment. Donc c'est un gros progrès. Sur la diapo de droite, vous voyez aussi que pour ce qui est de la traumatologie, et donc la cause et le mode de décès, c'est un élément très important. Et au milieu, puisque j'en parle maintenant, mais je vais continuer à en parler, ce sont des scanners réalisés chez les sujets vivants. Une des problématiques principales auxquelles nous sommes confrontés actuellement en médecine légale, c'est l'explosion des demandes de détermination de l'âge chez les migrants et les mineurs non accompagnés. C'est vraiment quelque chose qui nous submerge. On est passé en 5 ans de 70 examens à près de 400 cette année. Donc là, nous avons besoin aussi de l'imagerie pour déterminer l'âge avec tous les impacts que cela peut avoir sur la société, mais également sur les individus qui veulent le droit d'asile. Alors, quelles sont les limites auxquelles nous sommes confrontés pour cette imagerie? Là, pour l'IRM aussi, qui est performante pour l'âge, c'est le délai d'accès. Bien qu'il y ait de nouvelles IRM qui soient créées au CHU, il faut des délais importants, donc on ne peut pas s'en servir en routine. Pour le scanner, c'est les banques de données. On dit que les méthodes de détermination de l'âge ne sont pas précises, c'est vrai, mais ce n'est pas lié à la technique, c'est le fait qu'on nous interdit d'avoir des banques de données spécialisées. Il y a une sorte seulement d'opposition à la constitution de banques de données socio-économiques qui nous pose un petit problème. Le dernier avatar de la technologie en termes d'imagerie, c'est l'angioscanner, c'est-à-dire visualiser les vaisseaux dans un organisme qui est mort, c'est-à-dire où il n'y a pas de circulation sanguine. Donc en mettant des pressions artificielles, des solvants et des produits opacifiants très particuliers. Il existe, il y en a un à l'IRCGN à Cergy. Ils ont fait 7 angioscanners l'année dernière. Donc vous voyez que ce n'est pas une application très importante. Là, on est aussi un peu dans le fantasme, c'est-à-dire on fait la promotion d'une technique dont on sait qu'actuellement elle n'est pas utilisable en pratique. Alors, il y a à Lyon, il y avait il y a moins d'un mois le congrès de la police scientifique européenne. Et les principales interventions étaient faites sur un autre aspect des progrès para-autopsiques, c'est-à-dire l'ADN. Effectivement, il y a ce concept du portrait robot génétique, où à partir d'une tache de sang, on pourrait déterminer l'âge, la taille, peut-être même le poids, et surtout de façon de plus en plus précise, la couleur de la peau et également la couleur des cheveux. Ceci est vrai, mais avec une précision qui varie énormément. Lorsqu'on a les marqueurs, par exemple, d'une personne rouquine, les chances que cela soit vrai sont beaucoup plus élevées que si l'on dit que la personne est brune, parce que c'est beaucoup plus banal. Mais on est sur une voie de progrès. Je voudrais simplement signaler qu'en France, nous n'avons actuellement aucune équipe qui fait une recherche là-dessus. Zéro. C'est-à-dire à cause des lois bioéthiques qui sont les nôtres, ces techniques ont été interdites pendant des années. Donc nous n'avons actuellement en France aucun laboratoire. Je crois que Marseille va s'y mettre, mais pour l'instant, personne ne travaille là-dessus. Donc nous sommes nettement largués, en particulier par les Hollandais et les Allemands. Alors un gros progrès qui est plus ancien, on y fait peut-être moins attention maintenant, mais il est très
très spectaculaire, c'est la toxicologie. Je me souviens avoir fait un stage en toxicologie dans un laboratoire il y a 30 ans. On travaillait sur du papier, sur des filtres, de la colorimétrie, c'était du bidouillage. Actuellement, vous avez des techniques qui vous permettent de descendre au milliardième de gramme, le nanogramme, et donc de détecter des produits, par exemple dans les urines, 1 semaine, 10 jours après. Lorsqu'une victime a été violée sous influence, date rape, eh bien, si elle vient vous consulter 5 jours après, vous pouvez toujours, dans les urines, mettre en évidence le produit. Donc c'est un progrès considérable. L'analyse des toxiques dans les cheveux aussi, qui est une nouveauté de ces 20 dernières années, permet de savoir ce que vous avez pris si vous avez 14 cm de cheveux pendant l'année et demie qui a précédé l'analyse, puisque tous les mois, 1 cm, et on peut analyser à peu près tous les produits. Donc ce sont des progrès considérables, limite, on ne peut pas faire un screening toxicologique non orienté. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, monsieur le toxicologue, je vous envoie un peu de sang, un peu d'urine, dites-moi ce qu'il a pris, ce qu'il a tué, c'est impossible. Ça coûterait trop cher, il y a des milliers de produits, et les extractions feraient qu'on épuiserait des litres de sang, ce dont on ne dispose pas. Donc là aussi, il y a un facteur humain qui oblige la collaboration entre le toxicologue et le médecin légiste. Et je conclurai là-dessus, sur cette diapositive, c'est que vous êtes venus ici pour entendre les médecins qui font parler les cadavres. Je pense qu'on les fait parler de plus en plus. Une simple levée de corps, ça vous donne à peu près la cause et le mode de décès 1 fois sur 2. Une autopsie bien faite avec un bistouri bien aiguisé, cause et mode de décès 8 fois sur 10. Avec les analyses toxicologiques, scanner, toxicologie, ADN et tout ce qui est bactériologie, on arrive à 95%. Donc on arrive à faire parler les cadavres et identifier les cadavres, on sait aussi le faire. Mais comme je vous le disais au début, nous pratiquons en France 9000 autopsies, nous examinons 125 000 victimes vivantes et 100 000 gardés à vue. Donc le légiste actuellement, et on en parlera peut-être à l'occasion de notre futur Apolis, c'est un médecin du vivant. Et après plusieurs décades d'expérience, je vous informe qu'il est toujours pour moi beaucoup plus difficile de faire parler cet enfant que de faire parler un cadavre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Janka, donc il y a eu la médaille d'argent pour le courage et le dévouement, pour avoir identifié les victimes françaises lors du tremblement de terre en Haïti en 2010, et qui est également formateur. Alors, on va revenir également sur le rôle important joué par les technologies. Monsieur Janka est également formateur, donc il va expliquer ce qu'il fait passer à ses équipes. Bien, bonjour. Bon, effectivement, je suis un peu l'intrus du trio parce que je ne suis pas médecin, mais je travaille avec les médecins depuis 23 ans puisque j'appartiens à la police technique et scientifique et au siège de la police technique et scientifique depuis maintenant 23 ans et j'ai connu tous les événements majeurs en tant que technicien de police technique et scientifique depuis ces 20 dernières années. Alors, qu'est-ce que la police technique et scientifique La police technique et scientifique, aujourd'hui, est incontournable et j'en veux pour preuve toutes les séries qui fleurissent à la télé. Qu'est-ce que la police technique et scientifique? C'est d'abord rechercher des traces et indices pour identifier les auteurs et les victimes lors d'un événement majeur. Alors, aujourd'hui, c'est une entité primordiale dans le procès pénal. La PTS intervient sur les constatations judiciaires et on sait très bien que les constatations bâclées aujourd'hui arrivent très rarement à des résultats satisfaisants dans l'élucidation des affaires. Donc la partie des constatations judiciaires est quand même la partie la plus importante du travail de la police technique et scientifique. Et moi qui ai connu les constatations judiciaires sur des affaires du début des années 90 où le directeur d'enquête était le maître à jouer sur les constatations judiciaires, aujourd'hui, vous le voyez, dès qu'il y a un crime ou délit en France, puisqu'aujourd'hui il y a une réponse PTS pour l'ensemble du spectre des infractions, aujourd'hui c'est le manager de police technique et scientifique qui est maître sur les constatations. Donc
la PTS intervient sur les constatations, mais également tout le long du procès pénal, puisqu'on va intervenir également sur les autopsies en assistance des médecins légistes, mais également sur les reconstitutions judiciaires et toute la partie analyse de ces traces et indices. Il va falloir ensuite en référer les conclusions lors de l'audience des affaires. Alors forcément, la police technique et scientifique a évolué en fonction des technologies. Alors j'essaye de faire partir le film. Je crois que vous avez un petit film à nous montrer. Hein. Donc voilà. Alors aujourd'hui, la police technique et scientifique, elle a évolué. Elle a évolué non pas comme les séries télévisées, mais avec les nouvelles technologies existantes. Et la tablette a laissé place au bloc-notes. On voit ici une tablette de scène de crime avec une application qui a été développée par la police technique et scientifique. Elle nous permet de référencer toutes les traces et indices sur une scène de crime, mais également d'élaborer le plan, de faire des photos, des vidéos de sécurité. Et ensuite, on récupère toutes ces données sur un serveur de police technique et scientifique où on pourra générer le rapport. Alors, l'image a beaucoup évolué. Là où hier on faisait des photographies conventionnelles sur une scène de crime, aujourd'hui on va numériser la scène. Numériser la scène comme vous le voyez ici avec un laser scanner. Laser scanner, il va générer un nuage de points sur la scène qui va nous permettre ensuite, en post-traitement, de revenir sur cette scène de crime. Alors, c'est un laser qui va taper tous les éléments de la scène pour en arriver ensuite à pouvoir revenir a posteriori, modéliser cette scène, comme vous le voyez ici à l'écran, en 3 dimensions. Alors, forcément, cette modélisation va nous permettre de revenir sur la scène. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quand il y avait une scène de crime, il était très très difficile de revenir sur la scène pour rechercher des éléments, reprendre des mesures. Et aujourd'hui, grâce à ces technologies, on peut retourner sur la scène. Et cette technologie, elle est alliée aussi à des outils de réalité virtuelle. Avec un casque à réalité virtuelle, on va retourner sur la scène. Alors, dans un procès pénal, il y a le parquet qui souvent vient sur une affaire importante sur la scène de crime, mais le magistrat instructeur rarement a été sur une scène de crime. Alors on lui permet, grâce à cette modélisation en 3 dimensions de la scène, on lui permet de retourner sur la scène. Outre de retourner sur la scène, le technicien, par exemple, un technicien en balistique, va pouvoir retourner sur la scène pour faire une reconstitution de trajectoire de tir. Mieux se rendre compte de l'élément. Pourquoi pas demain, le médecin légiste qui retourne pour aller voir les lésions du corps lors de la levée du corps. On peut revisionner cette scène pour une meilleure compréhension des faits. Voilà une nouvelle technique utilisée pour l'imagerie. Il en existe de multitudes techniques pour le prélèvement des scènes de crime. J'arrive d'Espagne où on développe un outil de détection de traces et indices par spectrométrie de plasma induit par un laser. Ça permet de détecter des résidus de tir, de faire de l'analyse de traces de peinture in situ sur la scène de crime. Là où hier, il fallait des jours et des jours pour faire cette analyse en laboratoire. Donc la PTS travaille à l'évolution de ces nouvelles technologies sur la scène. Merci beaucoup, Richard Jonquin. Alors, Alexia, vous êtes médecin légiste au CHU de Poitiers et également psychiatre. Et c'est extrêmement intéressant parce que vous travaillez sur l'établissement d'un schéma type de meurtre. Donc, vous êtes quelque part dans la meilleure connaissance pour peut-être de la prévention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui ? Oui, bonjour. Alors moi, je travaille pas sur des nouvelles technologies, on va dire plutôt sur de l'humain, puisque je travaille à étudier en particulier l'homicide au sein du couple pour chercher quels sont les facteurs qui peuvent amener
à cet homicide, étudier la dynamique conjugale, étudier l'intimité de ce couple avant les faits, et essayer d'en établir des profils spécifiques. On en a plusieurs. Il n'y a pas un profil type. Tout ça pour essayer d'y trouver des signes avant-coureurs que l'on repère toujours avec de l'humain en essayant de travailler avec ces personnes-là. Les technologies ne pourront pas avoir un rôle plus tard. En tout cas, vous pensez que l'humain est plus important aujourd'hui? L'humain est plus important puisque dans ce type de prévention, on repère des signes en parlant, en écoutant, en étant sensibilisé à certains facteurs, notamment à la violence conjugale, et comment remplacer l'humain dans ces cas-là. Ouais. Alors, Monsieur Bassino, vous avez organisé le 6e atelier international de médecine clinique légale sur le thème des violences domestiques. Qu'est-ce que vous en avez retiré? J'en ai retiré tout d'abord que la France occupait l'avant-poste en ce domaine grâce à la réorganisation qui a été la nôtre en 2011. On est le seul pays au monde qui a budgétisé, institutionnalisé la médecine légale clinique, c'est-à-dire du vivant, sur le budget de l'État. Chaque grand hôpital en France actuellement a un service de médecine légale où les 2/3 de budget sont attribués à l'examen du vivant. Ça, c'est une révolution et ça apporte un progrès considérable puisqu'en sus des médecins légistes, dans des services qui sont intégrés comme chez nous au pôle des urgences, c'est-à-dire tout près des soins, nous avons infirmières et assistantes sociales et psychologues. Donc ça veut dire qu'on entame la prise en charge de cette pathologie de plus en plus fréquente qui est la pathologie de la victime de violence. Donc à cet égard, il faut le dire, puisqu'on ne se réjouit jamais suffisamment dans notre pays à tendance un peu dépressive, eh bien nous sommes plutôt les mieux et les mieux organisés. Sinon, je pense qu'effectivement, ce domaine, le point crucial, c'est le facteur humain. Je ne vois pas très bien, certes, il y a possibilité de technologie, par exemple, qui permettrait, certains ont utilisé les ultraviolets, d'autres les infrarouges, de mettre en évidence des blessures ou des lésions cutanées, l'empreinte d'un instrument pour mieux le déterminer, mais je dirais que c'est à la marge. Ce qui est important à savoir, c'est est-ce qu'une victime de viol peut être reçue correctement un 15 août à 3 heures du matin? Ça, c'est un problème. Et hier au staff, on lisait un article sur les infirmières suisses. Dans tous les pays hypercapitalistes, ce n'est pas un médecin qui s'occupe d'une victime de viol. Parce que ça coûte trop cher, un médecin la nuit en Suisse, en Californie, ou dans les endroits de ce type-là. Donc on a droit à une infirmière. Je n'ai rien contre les infirmières, mais à Los Angeles, où j'ai un peu travaillé, si vous avez un Panari, vous aurez un bac plus 15 qui va vous soigner à condition que vous ayez l'assurance. Et si vous êtes violé, vous aurez une infirmière qui vous accompagnera pour le mieux, mais dans la limite de ses moyens, jusqu'au procès d'assises. Donc c'est vraiment ça le problème. Il n'y a pas de raison que pour des raisons purement économiques, cette pathologie très complexe, le viol, c'est 40% d'état de stress post-traumatique, c'est des pathologies, c'est des destructions de vie, c'est des destructions de travail, c'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est plus important que la grippe. Donc c'est pour ça que nous nous battons pour essayer de faire reconnaître au niveau international, comme on l'a fait pour l'anthropologie, le statut de la médecine légale clinique tel que nous l'exerçons en France actuellement. Merci beaucoup. Et quand on se parlait tout à l'heure, vous disiez également qu'il y avait problème de rendre automatique les autopsies, ou en tout cas c'était une menace pour à l'avenir. Disons que, comme vous l'avez peut-être pas vu, mais en France on est passé depuis qu'on a rendu ce budget global de 7000 autopsies à 9000. Donc on a l'impression qu'on fait plus d'autopsies. On est encore loin derrière des taux anglo-saxons. Hein. En Grande-Bretagne ils sont encore 8 fois plus que nous. Donc on a du retard à rattraper. Et surtout l'autopsie n'est pas l'avenir de la médecine légale. L'avenir de la médecine légale, en autopsie, c'est l'imagerie et des accessoires, c'est pas maintenant. Alors là, il y a des gens qui ont, en Suisse, pour ne pas les citer, à Zurich exactement, qui ont commercialisé un concept qui s'appelle la virtopsie, et que tous les gens qui sont opposés à l'autopsie s'arrachent, c'est-à-dire ils veulent faire croire qu'on n'a plus besoin d'ouvrir le corps pour connaître la cause et le mode des décès. Actuellement, ceci est une escroquerie intellectuelle, même si dans 20 ans, ça sera peut-être vrai. Mais vendre ça actuellement est une escroquerie intellectuelle qui satisfait tous les gens qui sont contre l'autopsie. Alors moi, je ne suis pas pour l'autopsie. Je sais que c'est utile, il faut la faire. Je comprends très bien les familles qui ne peuvent pas conceptualiser l'ouverture de leur corps. C'est légitime, c'est normal. Mais après, il y a tous des intérêts beaucoup moins
beaucoup moins légitimes des intérêts commerciaux. Une autopsie avec enjeu au scanner tel que je vous l'ai donné, ça coûte 5 fois plus cher que l'autopsie au bistouri. Et ça rapporte plus à certaines compagnies. Et puis aussi, il y a des positions politiques, religieuses qui soutiennent ce genre de démarche. Merci beaucoup. Aussi, Jean-Claude, on l'a dit tout à l'heure, vous voyagez beaucoup, hein, vous avez travaillé sur l'identification en Haïti, mais vous avez également travaillé sur l'accident d'Air Algérie, vous êtes allé au Kosovo, au Congo. Est-ce que vous voyez à l'étranger des best practices, enfin des choses intéressantes sur l'identification des victimes ou des auteurs des crimes? Alors, la France est bien avancée dans toutes les techniques de police technique et scientifique. On voit souvent les experts du FBI à Quantico. J'ai travaillé, moi, sur les attentats au Liban avec les experts du FBI à Quantico. On n'a pas à rougir de l'avancée de nos techniques. Et aujourd'hui, comme le précisait le professeur Bassino, il y a des rencontres internationales régulières qui font que l'on échange sur toutes les techniques de PTS au niveau international. Et tout le monde évolue dans le même sens dans la manifestation de la vérité. Donc la France devrait arrêter le French bashing sur ce... Vous êtes tous d'accord, hein? C'est vrai, ouais. Vous êtes tous d'accord là-dessus. Je voulais savoir s'il y avait peut-être des questions dans la salle. Absolument, je pense qu'il va y en avoir par rapport à tout ce qui a été évoqué. Donc, vous levez la main, comme d'habitude. Il y a des questions au fond, je crois, à Voilà, gauche. je vois plusieurs mains se lever. On vient vers vous. Bonjour, je voulais savoir par rapport à une autopsie, est-ce que c'est obligatoire quand une personne décède ou il faut la demander? Dans quel cas l'autopsie, Non, professeur Bassino? ce n'est pas obligatoire, parce que vous avez vu, sur 600 000 morts, grosso modo, on a une autopsie 9 000. Donc si c'était obligatoire, je ne serais pas là aujourd'hui, je serais en train d'autopsier. Il n'y a même pas de règles, si vous voulez. Il y a des règles qui sont... 1999, une circulaire du Conseil des ministres de l'Europe où on précise les causes d'autopsie. Cette règle ne s'impose, les indications autopsiques, cette règle ne s'impose pas à la France. Alors, il y a des endroits, comme à Montpellier, à Toulouse, maintenant, où ces règles sont appliquées, mais ce n'est pas une obligation. En fait, votre question est peut-être le fait de savoir si vous avez dans votre environnement un membre de votre famille qui décède de façon suspecte, est-ce qu'on va pratiquer l'autopsie systématiquement? La réponse est non. Et si vous estimez qu'il y a un problème, il faut que vous contactiez le procureur de la République, qui est celui qui décide de l'indication ou non d'une autopsie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame. Bonjour, merci Monsieur, pour la pardon. conférence. J'avais une question sur quand vous avez parlé tout à l'heure du calcul en fait par rapport, vous savez quand on fait des analyses d'urine, on pouvait remonter jusqu'à 10 jours pour connaître les produits qu'on trouvait. Je me demandais si on pouvait savoir également le jour précis, l'heure précise, etc. Non, ça c'est impossible pour l'instant. Avec les cheveux, vous connaissez la période d'un mois. La précision maximale c'est un mois. Et quant à l'urine, non. L'urine, on ne peut pas dire quand est-ce que vous l'avez pris. Alors, si vous faites des analyses toxicologiques complexes avec les différents métabolites, mais dans des délais plus courts, des fois le toxicologue pourra vous dire ça fait plus de 6 heures qu'il a pris de produit ou ça fait moins de 24 heures. Mais déterminer, et ça dépend des produits, de leur métabolite et du recueil que vous avez pu en faire. Donc c'est très aléatoire comme détermination et pour l'instant on ne peut pas toujours être très précis sur l'heure et la date de la prise d'un produit. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Moi, je voulais savoir plus par rapport à la psychologie. Vous avez dit que vous essayez de mettre en œuvre un développement pour essayer d'anticiper en fait contre les meurtres et tout ça au sein d'un couple. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'au bout d'un moment, on avance tellement, on arrive véritablement à anticiper ce genre de meurtre, qu'il y ait une violation en fin de compte de la vie privée du couple à la fin? Docteur Delbrey, vous allez... Alexia va nous montrer des diapos en même temps qu'elle va vous répondre. Merci. Alors par rapport à l'anticipation de ces meurtres, justement, on arrive de plus en plus à déterminer certains facteurs qui, par contre, ne sont pas très connus de la population et ça va faire partie des mesures de prévention futures, d'essayer de faire connaître ces
ces événements de vie qui peuvent entraîner des homicides au sein du couple. Ici, on a modélisé, dessiné une scène de crime très classique dans l'homicide conjugal, qui correspond à une femme victime, puisque les femmes sont victimes à 85% dans l'homicide conjugal. On a 15% d'hommes qui sont tués tous les ans, mais il faut savoir qu'on a aussi 50% des hommes qui sont tués, qui le sont parce que eux étaient violents. Donc, on a un schéma qui est différent lorsque c'est la femme qui est auteur et lorsque l'homme est auteur. Ce qu'on peut voir sur cette scène de crime, c'est qu'on se situe au domicile conjugal. On a une victime qui est décédée par strangulation. Vous voyez qu'elle a un lien autour du cou. C'est ce qu'on appelle une arme d'opportunité. C'était le lien qui se trouvait sur sa robe de chambre. Et on est au sein de la vie familiale, dans un couple tout à fait ordinaire, avec 2 enfants. Ils ne sont pas délinquants, ils ne sont pas connus des services de police. Et c'est un couple qui était apparemment en instance de séparation, ou en tout cas la séparation venait d'être annoncée. Et on va voir que c'est un des facteurs les plus importants dans ce type d'homicide. Le passage à l'acte, donc, c'est vraiment au sein de la famille. Ça se passe en huis clos. C'est ça aussi qui fait que c'est très difficile à prévenir, puisqu'on est au sein de conflits qui sont extrêmement fermés, et dont parfois même la famille la plus proche n'est pas au courant. Les motivations principales qu'on va retrouver vont être la possession. La possession, c'est le premier motif chez les hommes qui passent à l'acte. Lorsque les hommes tuent leur compagne, 70% de ces meurtres sont motivés par un contexte de séparation. Quand je parle de contexte de séparation, on est à l'annonce de la séparation jusqu'aux 6 mois qui la suivent. Parfois, on est sur une volonté d'indépendance de la victime, c'est-à-dire que la victime essaye de se retirer un petit peu de ce huis clos familial, essaye d'avoir une vie à l'extérieur, et ça va être un des facteurs qui va venir engendrer un passage à l'acte criminel. Ensuite, dans les autres profils qu'on va retrouver, on va être sur du conflit, de l'alcoolisme chronique, de la violence conjugale, où là, c'est le coup de trop qui a entraîné la mort de la victime. Pas obligatoirement volontaire, on est sur vraiment du conflit et de la violence qui est très quotidien. Ensuite, on peut avoir des passages à l'acte dans le cadre de la vengeance. Et je vous ai noté la légitime défense parce que en ce moment c'est extrêmement médiatisé avec l'affaire Jacqueline Sauvage. On en parle beaucoup. Il y a des tribunes pour la mise en place de mesures particulières pour la prise en compte des violences faites aux femmes. Or, la légitime défense est un facteur que, en 10 ans, moi je n'ai jamais retrouvé. On a médiatisé 2 cas en France qui sont les affaires Alexandra Lange et Jacqueline Sauvage. Elles sont connues parce qu'elles sont médiatisées. Mais il ne faut pas en faire quelque chose de fréquent. Ce n'est pas par la légitime défense que l'on va prévenir l'homicide conjugal. On n'est pas du tout là-dedans. La légitime défense, on considère que c'est, autant chez nous qu'au Canada, qui travaille beaucoup sur ce sujet-là, c'est environ 1% des homicides conjugaux. Donc on en a 99% qui ne se produisent pas dans un contexte de légitime défense. Si on veut prévenir l'homicide conjugal, il faut qu'on table sur la possession. Cette idée de possession, cette idée de maîtrise de la relation conjugale, aussi la violence conjugale, même si, quand on reprend l'image précédente par exemple, est-ce que vous imaginez qu'il y a de la violence conjugale là-dedans? Peut-être. En fait, il n'y en avait pas du tout. C'est pas obligatoirement des couples dans lesquels il y a de la violence conjugale physique. Il peut y avoir beaucoup d'emprise, il peut y avoir de la violence conjugale psychologique, et on pense qu'il y en a beaucoup, mais on a beaucoup de mal aussi à la déceler. Il n'y a pas de dépôt de plainte souvent par rapport à ça. Mais la violence physique dans l'homicide conjugal ne concernait que 30% des couples en cause. Ici, on n'avait pas du tout de violence physique chez cette personne. Le passage à l'acte est très impulsif, sur un moment de colère. Et je vous marque ici à la fin le facteur précipitant, parce qu'il y a les motivations, il y a la circonstance qui va venir générer le crime, mais il y a, juste avant le passage à l'acte, ce petit quelque chose qui va faire dégénérer la situation et qui va entraîner le geste criminel. Ce facteur précipitant, ça peut être une parole qui est vécue comme une humiliation, ça peut être le fait de réitérer sa position, la position de la victime qui vient dire « Non, je refuse de reprendre la vie commune.
je t'assure, je souhaite une séparation. Rien que le fait de dire ça peut entraîner le passage à l'acte criminel sur des situations extrêmement tendues. Notamment lorsque les hommes passent à l'acte, on a remarqué qu'on avait 50% d'acharnement sur le corps. Ce qui nous montre tout le côté pulsionnel qu'il y a derrière ce crime. On a des fantasmes de mort préalables et on a ensuite toute la pulsion qui vient se projeter et se mettre en acte sur la victime en lien avec ce facteur précipitant. Je vous ai parlé d'armes d'opportunité parce que les gestes sont commis avec ce que les auteurs vont trouver à proximité d'eux, ce qui fait partie de leur quotidien. Le lien que vous pouvez voir sur la première photo est donc le lien de la robe de chambre qui a été retrouvée sur cette victime. Le couteau de cuisine, le couteau aztèque, que tout le monde a chez soi, est l'arme vraiment privilégiée. L'arme blanche est l'arme que l'on retrouve le plus fréquemment, que ce soit les hommes auteurs ou les femmes auteurs. Ensuite, on a parfois des passages à l'acte criminel qui sont extrêmement violents. Par les armes blanches, on peut avoir des dizaines de coups de couteau. Et sur la dernière photo que je vous montre, c'est un phénomène de strangulation qui a été précédé, qu'on ne voit pas ici, par un passage à tabac de la victime qui a été tapé à coups de masse, puis strangulé, puis étouffé avec des sacs plastiques, etc. Ce qui vous montre vraiment toutes ces émotions qui sont en jeu, toute cette pulsion qui est présente, dictée par la colère, la vengeance et la rage au moment du crime. Ce à quoi il faut faire attention, on a distingué différents facteurs qui peuvent aider. Je vous ai parlé de la séparation au sein du couple. Les 3 premiers mois sont vraiment les moments où on a le plus de passages à l'acte criminel. Le désir d'indépendance de la victime, une victime qui était auparavant très fermée, qui était femme au foyer, qui élevait ses enfants, et qui d'un coup, lorsque les enfants ont grandi, décide d'aller travailler à l'extérieur, d'avoir des amis, d'avoir une vie sociale. Pour le mari, il y a une perte de maîtrise. Et quand on est dans un contexte d'emprise et de violence, ça peut être une des motivations. La recherche de contrôle et de domination du partenaire, la jalousie excessive, qui existe également dans le contexte de séparation. L'accroissement des conflits et de la violence, c'est lorsqu'on est sur de la violence conjugale chronique, lorsqu'on voit que ça augmente en intensité, c'est à risque. La consommation chronique d'alcool, les difficultés financières, le fait d'avoir une arme à domicile, ça dépend des régions. Mais nous, on est par exemple sur des zones qui peuvent être vite assez rurales, où le fusil de chasse est extrêmement fréquent dans les maisons. Et 2 points qui sont extrêmement importants, c'est les menaces de mort ou les idées d'homicide-suicide qui peuvent être évoquées avant le passage à l'acte, et également les menaces suicidaires. J'insiste sur ces points-là puisque ce sont des paroles, des faits qu'on retrouve dans environ 50% des passages à l'acte auxquels les protagonistes ne font pas beaucoup attention. Quelqu'un qui fait des menaces suicidaires, ça signe quand même un mal-être. Parfois, ça peut être une espèce de mise en scène pour apitoyer un petit peu son partenaire. Mais les menaces suicidaires peuvent rapidement se transformer en schéma homicide. En fonction de la personnalité des auteurs, il est beaucoup plus facile de retourner l'arme contre autrui que contre soi-même. Donc ces menaces suicidaires et ces menaces de mort sont fréquemment retrouvées. Il faut vraiment y faire très très attention lorsqu'on est concerné par ce type de situation. Et bien sûr les antécédents de tentatives d'homicide. Je peux répondre à vos questions. Merci, merci beaucoup. On vous applaudit effectivement. Je ne sais pas si vous avez donc d'autres questions. J'imagine que oui. Alors, si on peut rééclairer la salle. Qui a le micro? Bonjour. Bonjour. Est-ce que lors d'un homicide, le médecin légiste est toujours entendu à la cour d'assises? Et si oui, quels sont les principaux éléments apportés à la cour? Alors oui, normalement, le médecin légiste vient systématiquement déposer à la cour. C'est très important lorsqu'il peut le faire que le jury puisse entendre et voir parfois certaines images qu'on a à apporter. Et les familles sont souvent très satisfaites parce que ça apporte aussi beaucoup de réponses par rapport à la situation et qu'elles n'ont pas toujours au préalable. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, alors, si vous parlez très fort, peut-être, parce que je ne sais pas si on a des hôtesses.
La crémation fait disparaître quasiment toutes les preuves, y compris l'identification du cadavre. Alors si vous m'attirez sur le champ des homicides passés inaperçus, je vous renverrai à ma première diapositive où il y a 1,6% des cadavres qui sont autopsiés. Les experts peuvent être les meilleurs du monde, ils ne pourront être performants que si on les sollicite. Or, dans la plupart des pays, et surtout en France, n'importe quel médecin généraliste peut signer un certificat de décès sans obstacle médico-légal, et à ce moment-là, il n'y aura absolument aucune investigation. Donc c'est le point faible du système. Si on appelle monsieur sur la levée de corps, si on nous appelle nous, et si on fait la toxicologie et tous les examens, je pense qu'on va vous apporter une réponse. Mais si ça se passe comme je l'ai vu à de multiples reprises, là récemment, il y a encore, ça a été jugé, donc on peut en parler, un monsieur qui a tué sa vieille mère au potassium parce qu'elle avait 100 ans et qui commençait à avoir besoin d'argent, il n'y a pas eu d'autopsie. Donc on ne sait pas quel est le pourcentage de ces homicides dissimulés. Une étude allemande qui commence à dater avait évalué ça à 10%. Comme les Allemands autopsient plus que nous, je vous laisse imaginer quel est le pourcentage des homicides non détectés en France. Mais on n'en sait pas plus. Merci. Peut-être d'un mot, professeur Bassineau, vous avez dit tout à l'heure la virtopsie, c'est une escroquerie. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Et qu'est-ce qui fait espérer que dans quelques années, quand même, on pourra y avoir Ce qui fait espérer, il y a des radiologues, c'est les progrès que je trouve extraordinaires de l'imagerie. C'est-à-dire, de plus en plus, le scanner, l'IRM, l'échographie, les prélèvements sous écho apportent des informations. Mais pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit dans certains endroits qu'on remplace l'autopsie par des scanners et des IRM, surtout interprétés par des radiologues qui ne sont pas spécialisés dans le post-mortem, parce que l'examen d'un scanner post-mortem, c'est pas pareil que celui du vivant. Là, je pense que c'est une dérive que je déplore. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être, sur ces médecins qui font parler les morts, sur tout ce que vous pouvez voir aussi dans les séries télé? Je ne sais pas, Richard Ginca, peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait hurler dans les séries télé? Ah pardon, j'ai pas vu une question, alors on va la prendre prioritairement, bien sûr. Oui, justement, merci. Je me demandais si c'était dans les séries télé ou si, en cas de suicide, il y avait obligation de faire une autopsie. Non, le suicide ne fait pas partie des... En France, il n'y a pas une législation. Vous savez, la France qui produit par moment une loi pénale par jour, selon les besoins politiques, est un pays où il n'y a aucune définition claire et précise des indications autopsiques. La seule définition claire et précise auquel on peut se rattacher, c'est cette circulaire européenne qui n'est pas applicable systématiquement en France. Donc, je vous le dis, les suicides ne sont pas systématiquement autopsiés. Sinon, pour les séries, il y a un truc qui me choque. Et ça me choque encore dans une série qui va sortir, c'est-à-dire il y a des gens qui sont venus à Montpellier récemment et pour s'inspirer, voir un petit peu ce qu'on faisait pour faire une série qui va sortir sur TF1, je ne fais pas de publicité, mais il a été impossible de leur faire comprendre, pourtant c'est des gens bienveillants et intelligents, impossible de leur faire jouer un rôle de médecine légale clinique un légiste. Actuellement, il y a une sorte de rejet médiatique qui ne veut pas que le médecin légiste fasse autre chose que baigner dans le cadavre. Et ça me fait bondir. Monsieur Ginca. Oui. Alors, les séries, elles nous ont apporté beaucoup de publicité. Tout le monde veut intégrer la police technique et scientifique. Mais ce qui nous fait hurler, forcément, c'est l'échelle du temps. Tout le monde résout les affaires en 50 minutes. Très vite. Après, les techniques souvent utilisées sont les mêmes que les nôtres, même si elles sont beaucoup plus miraculeuses que les nôtres, puisque quand on arrive à 200 mètres à déflouter une image pour lire une plaque d'immatriculation ou une heure sur une montre mise au poignet d'un individu, voilà, c'est pas possible. Voilà. Merci. Pour tous les sujets sur la police scientifique, je vous invite à lire en ligne ou sur l'application du Point un très bon papier de Romain Gonzalez sur les méthodes de la police scientifique. Et je voulais vous remercier beaucoup tous les trois, bien sûr. On vous applaudit et merci beaucoup, Guillaume.